Nous étions donc en train d'évoquer la Guinée équatoriale. Le dialogue politique annoncé par le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo s'est ouvert, mais sans les principaux opposants. Chris Sega, vous étiez en train d'évoquer donc les craintes plus ou moins fondées que ces opposants pouvaient nourrir pour ne pas rentrer. Oui, c'est que le président Nguema lui-même devrait savoir que si vous êtes à couteau tiré, et là, avec vos opposants, il faut quand même, pour que vous puissiez les citer à un dialogue comme ça, au moins offrir quelque chose qui les rassure et qui leur permette au moins de se dire... Mais qu'aurait-il pu faire? Moi, je dis qu'à l'intérieur du pays déjà, il y a des gens qui sont quand même embastillés, qui méritent d'être sortis, qui méritent d'être libérés. Mais s'il ne le fait pas, mais de toute façon, lorsqu'il décrète par exemple l'amnistie et que personne, il ne dit pas concrètement qui sont ceux qui sont concernés par cette amnistie-là. À l'intérieur du pays, on a cité normalement le nom de personnes. Au moins, il aurait pu s'attarder un peu sur le sujet et formaliser le sujet de telle sorte que cela puisse rassurer et dire à ceux qui sont à l'extérieur, qui craignent de rejoindre leur pays, que voilà, telles mesures sont prises pour vous sauvegarder, pour vous, en tout cas, protéger, et peut-être prendre la communauté internationale à témoin. De toute façon, s'il ne le fait pas par les actes, il faut au moins que par la parole, il donne sa parole, cette parole-là, qu'il la respecte. Et respecter sa parole, c'est au moins déjà prendre la communauté internationale à témoin, prendre par exemple l'Espagne à témoin, qui a été l'ancienne colonie. La dernière fois que l'Espagne a voulu se mêler à ces problèmes de violation des droits de l'homme, qu'est-ce que le président avait dit en retorquant? Il a dit seulement qu'il se mêle de ce qui ne le regarde pas, qu'il est en train de s'immiscer aux affaires intérieures. Ce sera pareil lorsqu'un opposant rentre maintenant et se fait renverser, par exemple, par une voiture dans un accident banal, il est admis dans un clinique et puis il perd sa vie. On aurait pu dire aussi que c'est un accident et que cela ne doit pas être un fait que les puissances ou bien la communauté internationale va s'en charger. Il dira justement que ce sera une immixtion dans une affaire intérieure. Lorsque vous avez un caractère comme ça, un caractère d'un président qui veut tout, qui a la totalité du pouvoir et qui ne le lâche pas et qui en plus veut mettre son enfant comme son successeur. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'il appelle les gens, ce n'est pas pour venir à un jeu qui va déboucher sur une élection démocratique, parce que à ce moment-là, on va se poser la question de savoir et que fera alors son fils qui est aujourd'hui son vice-président. Il ne faut pas oublier qu'il est tombé sous le charme, je ne dirais pas maléfique, de sa femme, comme cela a été le cas de Robert Mugabe. La dame veut absolument que son fils devienne le prochain président, c'est-à-dire celui qui remplace son époux. Dans un contexte comme ça, il est difficile de dire aux gens que voilà, je suis fréquentable, venez, on va faire la démocratie ensemble. Alors ça veut dire, Adam Adjonou, que ce dialogue est déjà un échec? Bon, naturellement, c'est un échec, comme vous pouvez vous entendre, parce que lorsque un dialogue n'arrive pas à réunir les tendances d'un pays, vous convenez avec moi que cela ne puisse être considéré comme une réunion de partis politiques, comme il a l'habitude de faire, puisque les partis politiques d'opposition qui l'ont accompagné sont des partis satellitaires. Et puis, vous savez, lorsque Obiang Nguema ne mesure pas la taille et surtout l'ambivalence liée donc à ces actes dans ce pays-là, il est tout naturellement important que ces opposants-là, malgré les appels à répétition de la communauté internationale, à ce que ce pays-là puisse retrouver un temps soit peu, disons, une passerelle de politique digne de ce nom. Je pense que pour la réussite de ce dialogue-là, il fallait au moins joindre la communauté internationale, ne serait-ce que la CEMAC ou, disons, leur communauté de l'Afrique centrale, le CAC. Ce qui n'a pas été le cas, donc vous convenez avec moi que... Mais il y a quand même la société civile, il y a l'Église catholique qui est... Non, mais la société civile n'a pas réussi jusqu'alors à inquiéter Obiang Nguema. Il
n'a pas réussi, quoique vous ne pouvez pas quand même me démontrer le contraire. C'est vrai qu'il y a des appels qui sont lancés, mais tout de suite, c'est maîtrisé. Donc, vous voyez, lorsque dans un pays qui fonctionne comme cela, moi je me dis que cet appel-là était considéré comme un appel pour laver un peu le curry, parce que ces opposants-là, les plus lourds, qui sont à l'extérieur, qui ont l'habitude d'inquiéter ou bien gaiement, ils peuvent arriver et se retrouver derrière les quatre barres. Alors finalement, si on analyse tout cela, qu'est-ce qui a décidé Obiang à convoquer ce 6e dialogue? Il se sent mal à l'aise sur son fauteuil présidentiel. Il sait comment il est arrivé au pouvoir sur la base des dernières élections. Ils se sont gênés dans son fort intérieur. Personne ne lui a imposé ce dialogue. Oui. Il a trouvé l'idée, peut-être de la part de ses conseillers, pour se redorer le blason, se faire encore un peu d'image à l'international. Ce dialogue, il a convoqué sans tenir compte des préalables, des conditions requises pour son organisation. Il a voulu peut-être faire les yeux doux à son opposition, qui malheureusement a refusé de venir à la table du dialogue parce que, ayant considéré que ce dialogue est un leurre, c'est pas le moment, il y a d'autres sujets plus importants qui divisent la classe politique et qui susciteraient l'attention du président. Mais pas appeler à un dialogue aujourd'hui. C'est lui-même qui l'a décidé, personne ne l'a obligé. Il s'est rendu peut-être compte que il a envie de faire plaisir à ses opposants, mais il a fait un mauvais choix. Un mauvais choix. On va parler maintenant d'une autre Guinée, la Guinée-Conakry cette fois-ci. La capitale de ce pays était quasiment à l'arrêt ce lundi, où l'appel a observé une nouvelle journée ville morte pour protester contre l'augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe a été largement suivi. La circulation était inexistante dans les principaux quartiers, à l'exception de celui de Kaloum, qui abrite l'ambassade des ministères. Selon la même source, les stations-service et les commerces étaient également en grande majorité fermés. Selon des journalistes qui ont circulé sur au moins une dizaine de kilomètres ce lundi, ils n'ont réussi à croiser que 5 véhicules. Ça veut dire un peu, Chris Sega, que les Congolais, enfin les Guinéens, j'allais dire, expriment leur ras-le-bol devant cette nouvelle augmentation, 25% tout de même. De toute façon, c'est une augmentation cruelle et puis une augmentation qui touche tout le peuple guinéen directement à la poche. Donc vous voyez que cette augmentation-là, ce n'est pas un fait politique forcément, mais c'est un fait qui concerne tout le monde d'abord parce que le carburant est un bien de grande consommation et qui parle de carburant, donc parle forcément de l'écrasante majorité de la population guinéenne. Et nous l'avons dit il y a quelques semaines sur ce plateau que ce qui concerne toute augmentation en matière de carburant devient un fait politique et pas ricochet, parce que c'est par là que vous pouvez prendre des mesures pour adoucir la tension, mais c'est de là aussi que peuvent partir les tensions. Nous avons constaté quand même que ça a été le cas il y a quelques mois au Togo, lorsqu'il y a eu cette augmentation-là, c'était une manifestation spontanée. Personne ne s'était obligé à appeler les gens à venir dans la rue parce que les gens se sont sentis en danger économiquement et ont voulu le faire savoir. Et que cela se passe aujourd'hui en Guinée, cela n'étonne personne. Je crois que en amont, avant toute augmentation, il y a une décision politique, je dois dire, parce que c'est vrai qu'il y a renchérissement au niveau du cours du baril, mais pour qu'il y ait augmentation du prix du carburant à la pompe, il faut que ce soit une décision au niveau du gouvernement. Parce que les vendeurs du carburant n'augmentent pas sans avoir l'autorisation du gouvernement. Et que s'ils ont été autorisés à faire cette augmentation-là, le gouvernement guinéen doit se dire que ça peut être une décision grave de conséquences. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Parce que la situation que la Guinée est en train de vivre en ce moment, c'est une situation économiquement brinque-ballante, c'est une situation très très précaire,
et que si une décision qui augmente le prix du carburant arrivait dans ce contexte-là, on doit prévoir en tant que dirigeant que cela peut susciter des tensions. La preuve, c'est que lorsqu'il est décidé que personne ne sorte aujourd'hui dans les rues de Conakry, personne n'est sorti. Et puis, il faut que les dirigeants se servent de cela comme leçon et de prévoir ce qui peut arriver dans ce sens-là les jours ou les mois prochains, parce qu'il s'agit d'une décision impopulaire et cette décision-là ne peut pas marcher. Alors d'accord, Adam Adjonou, c'est vrai que c'est un peu la même réaction quand il y a des augmentations comme ça, mais est-ce que le gouvernement avait le choix? Le gouvernement, bon, naturellement avait le choix, bon, je ne saurais le dire, mais ce qu'il faut dire, c'est vrai que le doyen vient de le dire, il faudrait qu'il y ait au préalable des séances de sensibilisation, tenir la population en alerte qu'il y aura vraiment une augmentation et surtout montrer les périmètres qui peuvent expliquer cette augmentation, surtout 25%, ce n'est pas petit. Ouais, ça passe de 8 000 francs guinéens à 10 000 francs guinéens, donc de 75 centimes d'euros à 1 euro. Tout à fait. Et donc, lorsque vous prenez ces augmentations de ce genre-là, c'est toute la chaîne sociale qui est touchée. Et surtout, mais il y avait aussi l'autre côté, lorsque vous prenez surtout la Guinée est, disons, est un pays où il y a deux tendances, surtout, disons, le pouvoir économique est détenu surtout par la population appartenant à celui dans le dialogue. Donc, vous convenez avec moi. C'est un peul, donc c'est des commerçants et autres. Tout à fait. Donc, lorsqu'il y a une décision venant donc de la part de l'opposition, c'est vrai que la proposition ne s'est pas tout de suite immiscée dans cette affaire. Oui, ça c'est un peu les syndicats qui... Lorsque vous prenez les stations de service, au Togo, ce n'était pas le cas. Lorsque vous prenez les stations de service, ils n'avaient pas respecté. Ils attendaient que c'est la population qui ne venait pas. Mais là-bas, les stations de service sont détenues par ces peu-là. Les grands commerces sont détenus par eux. Donc, quand l'appel vient, c'est spontanément que c'est respecté. Donc, il y avait quand même ce volet-là qui va aussi prendre en compte. Et le gouvernement, je pense que pour en arriver, puisque c'est le gouvernement qui paie les augmentations, donc décidées par le gouvernement, c'est le gouvernement qui paie. Donc, je pense qu'il devait avoir une certaine négociation et revoir est-ce qu'il ne faudrait pas quand même faire ces augmentations-là progressivement, dégraisser le coût avant d'en arriver à 25%, c'est quand même énorme. Donc je pense qu'il y avait aussi le gouvernement qui n'a pas su jouer le jeu et que cela risque de peser lourd dans la balance. Alors, c'est vrai que c'est toujours une décision difficile à supporter pour la bourse du consommateur, mais David Diagwavi, est-ce qu'un gouvernement se réjouit d'augmenter le prix du carburant? Non, il ne s'est pas réjoui. C'est la preuve que que les choses ne vont pas dans le sens... pardon. Les choses en Guinée, Conakry aujourd'hui, ne vont pas dans le sens dans lequel le peuple guinéen voudrait voir les choses avancer. Lorsque Condé est arrivé au pouvoir, il incarnait l'espoir du peuple guinéen, mais très tôt ces Guinéens ont compris qu'ils avaient fait le mauvais choix, ils l'ont regretté. Voilà, ils ont regretté le choix qui a été porté sur Condé, parce que Condé est arrivé un peu comme celui qui avait une vision stellaire de gestion. Il voulait en fait démontrer qu'il avait une autre stratégie de gérer, de diriger le pays, tout le contraire de ce que les Guinéens connaissaient sous les anciens présidents. Mais très tôt, les Guinéens se sont rendus compte que le monsieur n'aspirait pas, enfin ne portait plus les espoirs. Et plusieurs fois, vous avez vu comment les Guinéens ont manifesté contre lui. À chacune de ces décisions, à chacune des décisions prises par le gouvernement, les Guinéens sortent dans la rue. Et Condé, oubliant qu'il dirigeait un peuple, tout un peuple, a cette mauvaise habitude de parler à son peuple comme il parlerait à ses enfants à la maison. Vous avez vu comment il a traité les étudiants. Etc. Mais un président de la République ne s'adresse pas à son peuple comme ça. Et donc les décisions que ce président prend ont toujours été contesté par la population, et pour la population c'est la seule manière de prouver à Condé que nous ne voulons plus de toi, on attend juste la fin de ton mandat pour te mettre dehors, parce qu'aujourd'hui Condé n'a pas réussi à sortir la Guinée de sa situation. Quand on parle aujourd'hui d'augmentation du prix du carburant, c'est vrai que ce constat frappe beaucoup de pays africains, mais
étant dirigeant d'un pays qui a passé beaucoup d'années dans la dictature, hein, et qui avait besoin à un moment d'avoir un président qui comprendrait les problèmes de son peuple, eh bien Condé aurait pu prévoir tous ces problèmes, apporter des réponses, trouver des solutions pour pallier justement ces problèmes et permettre au peuple guinéen de respirer. Ce n'est pas seulement le coût du carburant qui fait grincer les dents. On sait qu'en Guinée, la situation des fonctionnaires, c'est vraiment pas ça. Les étudiants et les élèves, plusieurs fois, ont observé des grèves, des manifestations, etc., ce qui avait conduit même à la fermeture de certaines écoles et de l'université à Conakry, etc. Condé, aujourd'hui, se retrouve face à une situation qui demande véritablement qu'il écoute son peuple et que, pour ces dernières années, qu'il passera à la tête de ce pays, qu'il puisse prendre des décisions qui pourraient, ne serait-ce que polir son image que les Guinéens voulaient de lui. Oui, ben voilà, parce que ce que je voudrais dire, c'est que qu'est-ce qui peut expliquer qu'on augmente le prix du carburant? Alors, le gouvernement dit que le maintien du prix à 8 000 francs guinéens a coûté au budget de l'État 70 millions d'euros. C'est-à-dire, le gouvernement a dû subventionner. Oui, donc, ce n'était plus tenable de maintenir la subvention. Augmenter, passer à 25% d'augmentation. On peut aller par exemple à 25 à 10%, faire 5% et puis monter jusqu'à 25%. Oui, absolument, on peut le faire progressivement, comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, on est tenté de dire que, ou bien de se demander si le gouvernement Condé n'est pas en train de penser à sa propre poche, parce que vous savez que le carburant est un produit de grande consommation. Lorsqu'on on fait supporter le carburant d'une grande marge d'augmentation, peut-être quelle est la part qui revient par exemple à l'État, parce que vous n'êtes pas sans savoir que généralement au Togo, il y a débat sur le sujet, que du baril du carburant jusqu'à la pompe, il y a diverses taxes ou divers frais. On se demande s'il n'y a pas justement dans ce cas-là des frais qui sont augmentés pour que l'État puisse, parce que j'avais envie de dire tout à l'heure que l'État a besoin en ce moment d'argent pour régler les questions étudiantes, pour régler les questions des fonctionnaires, etc. Il y a eu aussi une longue crise sociale dans ce pays. Mais où est-ce que l'État irait chercher de l'argent si l'État n'en met pas un peu justement dans ces augmentations-là. Et je crois que les gens l'ont compris. Il y a certainement de faux frais et l'État voudrait passer par là pour récupérer un peu du sou, parce que le carburant, comme je le dis tantôt, c'est un bien de grande consommation. Lorsque vous le faites renchérir, ne serait-ce que même de 5%, ce que ça peut faire. C'est des milliards de retours. C'est des milliards. Donc, je crois que les gens ont compris que 25%, c'est trop. Si tel est le cas, que l'État est honnête avec lui-même, il peut le faire graduellement, mais passer de 0 à 25, c'est comme si au Togo, on est passé de 500 à 650. Ça fait le quart du prix, ça veut dire quelque chose et cela ne peut pas passer inaperçu. Alors, le gouvernement a quand même promis des mesures d'accompagnement, mais le gros problème avec ces mesures d'accompagnement, c'est que ça ne concerne que les fonctionnaires. Oh, combien y a-t-il de fonctionnaires en Guinée? Que ça concerne les fonctionnaires ou toute la population. Moi, je me dis, l'argument avancé par le gouvernement en augmentant ces prix-là ne peut pas convaincre la population. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsque vous prenez tout pays, lorsque vous prenez par exemple les frais qui sont liés par exemple à la construction de nos routes, il y a deux. Notamment l'implication au niveau des péages, et puis les droits d'accès sur les produits pétroliers. Donc si aujourd'hui le gouvernement dit que voilà, lui subventionne le coût et que c'est lui qui investit plus tôt, il n'a pas eu de retour, ce n'est pas vrai. Parce que ça voudrait du coup, en Guinée,
pendant tout ce temps que le président Condé, qui était considéré comme ce rédempteur-là du pays, a fait. Donc ça voudrait dire qu'il n'y aura pas eu de projet d'infrastructure dans ce pays-là. Or, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, lorsque vous payez les deux, la petite même, l'infime partie vient plutôt sur les taxes de redevance sur les routes que nous au niveau des péages, mais la grande partie c'est au niveau des pétroliers. Donc cet argument-là ne tient pas la route. Puisqu'il y a eu des évolutions, il y a eu des choses, il y a eu des constructions de rue, c'est vrai qu'il y a eu des bailleurs qui soutiennent tant soit peu, mais essentiellement dans tous les pays, ce sont ces deux taxes-là qui font qu'on fasse des projets de construction de route. Donc à partir de ce moment, cet argument-là ne tient pas la route. Et les mesures d'accompagnement proposées? Les mesures d'accompagnement, c'est pourquoi moi je dis que cette question-là voilée, ou disons voilée qu'Alpha Condé, on se rappelle, ça voudrait dire que quelque part nous assisterons les jours à venir à de fortes tensions, parce que la population qui se trouve, la grande majorité qui se trouve être délaissée, ne se retrouve pas dans ces mesures d'accompagnement-là. Et alors, vous savez que c'est un pays depuis un moment qui connaît un temps soit peu des remous et ses consorts. Ça voudrait dire que les jours à venir seront encore plus sombres pour Alpha Condé au pouvoir, surtout qu'aujourd'hui il n'incarne pas les aspirations de la population. Comme je venais de le dire, il était considéré dès le début de ses magistères comme étant ce rédempteur-là qui n'a pas véritablement montré sa physionomie. Peut-être qu'il est rattrapé par la réalité de la gestion des affaires publiques. On a beau faire de belles promesses quand on est dans l'opposition, on a beau faire de belles promesses quand on est dans l'opposition, mais une fois aux affaires, il y a la réalité des affaires. Ça dit c'est l'objectivité de la chose. C'est comme je vais être terre à terre quand vous n'êtes pas encore marié, vous dites oui, quand je serai marié, je vais faire ci et ça, et puis vous êtes marié, vous vous rendez compte que c'est pas ça. Vous divorcez ou vous démissionnez. Il a des affaires. Vous démissionnez. On a vu de grands présidents, on a vu le président français qui avait pris une décision assez courageuse. Lorsqu'il s'est rendu compte après son premier mandat qu'il n'a pas pu réussir à véritablement trouver des solutions au problème des Français, François Hollande a démissionné. Non, il n'a pas démissionné, il a renoncé à se représenter. Voilà, il a dit à la prochaine présidentielle, je ne serai plus candidat parce que la confiance que vous avez portée en moi, je n'ai pas pu, ou l'espoir que vous avez mis en moi, je n'ai pas pu le mettre. Voilà, Condé pourra aussi démissionner et dire aux Guinéens, vous avez vu en moi un messie, je n'ai pas pu réaliser ce que vous attendez de moi. Mes deux mandats ont composé peut-être plus de problèmes à votre quotidien. Je démissionne. Ça fera de lui un grand homme. Au lieu de continuer par plonger le pays dans le néant, c'est quand même assez extraordinaire que durant tout son mandat, durant son deuxième mandat, toutes les décisions que Condé a fait prendre, sont toujours contestées. Comment peut-on expliquer cela? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple guinéen n'a véritablement plus envie de sentir le président Condé. Il attend que les prochaines dates des élections soient fixées pour que ce peuple lui démontre qu'il ne veut plus de lui. Et l'homme, ne voulant pas aussi rentrer par la grande porte dans l'histoire, décide de rester. Il a encore 2 années, je crois, à passer, espérant que ces 2 années lui permettront peut-être de rehausser son image et de poncer à son peuple, et pour pouvoir prendre des décisions qui pourront véritablement faire de lui ce messie que le peuple guinéen avait pensé de lui. Alors Chris Sega, dernière question sur le sujet. Est-ce que, opération Villemot, d'accord, très bien suivi, mais ça va faire changer le gouvernement les décisions? Mais sans doute, parce que et puis ça va pas être la première fois que Condé a reculé. Mes confrères l'ont dit. Et pendant son deuxième mandat, sinon déjà a commencé par le début de la fin de son premier mandat. Et toutes les décisions qu'il a eu à prendre ont été des décisions qui n'ont pas rencontré l'assentiment du peuple. Et souvent, d'ailleurs, il a eu à reculer sous la pression du peuple. Et j'espère que ça, c'est aussi une forme de pression. Parce que lorsqu'on dit ville morte et qu'il n'y a pas âme qui vive, toute la ville était vraiment morte. La ville est vraiment morte. Je crois qu'il a du souci à se faire.
si les gens ont respecté dans cette proportion-là cet appel à la vie morte, c'est qu'il doit se dire que la décision qu'il a prise n'est pas une décision juste, et reculer serait pour lui le meilleur moyen de repenser ce qui est à faire lorsque l'État ne veut pas s'engager davantage à subventionner le prix du carburant. D'accord, la pause maintenant, la grande, et juste derrière la Côte d'Ivoire.